Allez, écoutez, on va pouvoir commencer cette 25e édition du Bourbier. Alors pour classiquement refaire une petite introduction, hein, déjà merci à tous d'être là pour ce Bourbier, pour cette nouvelle édition du Bourbier. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais quand même me présenter, hein. Donc moi je m'appelle Benoît Rosier, ça fait 10 ans que je fais du produit. J'ai été product manager, entrepreneur et CPO, aujourd'hui d'Advisory, et puis bien évidemment voilà, animateur de ce très bel événement qui est le Bourbier. Donc pour ceux qui rejoignent pour la première fois le Bourbier, qu'est-ce que c'est que le Bourbier? C'est une instance un peu originale où voilà, on vient témoigner de nos galères respectives, car on vit tous des galères plus ou moins importantes, hein, dans le monde du produit. Et bah, voilà, c'est sympa de pouvoir, en témoigner, et ça peut aussi nous éviter, d'apprendre des galères des autres et d'éviter d'en faire soi-même, et c'est ça qui est top avec le Bourbier. Alors, peut-être juste pour présenter en 30 secondes Advisory, et puis après je passerai la parole à Raphaël, parce que voilà, c'est Raphaël qui va majoritairement parler aujourd'hui. Donc Advisory, c'est une agence, hein, dédiée aux produits. On adresse les différents métiers du produit, comme le product management, le product design, le product engineering, etc., etc. Et on a une instance dédiée à la formation qui s'appelle le Product Campus. Voilà, une de nos grosses ambitions, c'est d'évangéliser et de promouvoir le product management. Donc, on a une belle plateforme de formation en ligne qui s'appelle productcampus.com, avec pas mal de formations disponibles en ligne sur différentes thématiques produits. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous y connecter si jamais vous souhaitez vous former sur différents sujets autour du produit. Aujourd'hui, on a beaucoup de chance d'accueillir Raphaël. Raphaël qui est Head of Product chez Igral. Raphaël, ça fait 10 ans maintenant que tu es chez Igral, hein. Tu as été Product Manager chez Igral, après tu es devenu Lead PM, et aujourd'hui tu es Head of Product. Donc voilà, super parcours au sein d'Igral. Donc Igral, solution de cashback. Tu vas nous expliquer un petit peu plus en détail ce que c'est qu'une solution de cashback. Et la thématique du jour, c'est alors qu'on a appelé au secours, mon produit ressemble à une arnaque, hein. On aimait beaucoup la formulation, mais plus concrètement, l'idée aujourd'hui, c'est de discuter autour de la promesse de valeur d'un produit, parce que effectivement, notre job, hein, quand on est product manager, c'est de convaincre autour de la promesse de valeur d'un produit. Et bah, souvent, la promesse de valeur semble trop faible pour les utilisateurs et on doit les convaincre. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on est un peu sur le cas contraire, où parfois la promesse de valeur semble trop belle pour les utilisateurs et on a du mal à les convaincre à cause de ça. Donc voilà, Raphaël, je vais te laisser la parole. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions dans le module questions. Et voilà, je poserai toutes vos questions à Raphaël. Raphaël, je te laisse la main pour compléter ta présentation. Yes, merci beaucoup, Benoît. Alors, bah, pour être précis, en fait, je vais boucler ma 10e année chez Igral dans un mois. Mais on y est presque, on y est On va presque. fêter les 10 bougies là bientôt alors. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et donc, effectivement, c'est une entreprise qui a grandi, on va dire, qui a suivi une expansion assez importante. Quand je suis arrivé, c'était une petite structure. On avait une équipe produit avec une équipe tech qui gérait tous les channels, tous les devices. On est arrivé un peu plus tard à plusieurs product teams. Bientôt, on va arriver probablement à plutôt des impact teams. Et notre environnement aussi a bien sûr beaucoup évolué. Quand je suis arrivé, on était une petite startup d'une trentaine de personnes. Et aujourd'hui, on fait partie d'un groupe qui fait 1400 à 1500 personnes. Donc, c'est bien sûr des problématiques complètement différentes. Mais donc voilà, c'était très très cool de suivre cette expansion-là. Et donc aujourd'hui, Igral, oui, c'est le leader du cashback et des réductions sur Internet. On est les leaders en France, on est aussi présent en Espagne et en Allemagne, avec une très belle percée en Espagne, qui a été faite assez récemment. Et donc ouais, aujourd'hui, on va parler de problématiques qui croisent un peu le marketing et un peu le produit. Par contre, moi, je vois pas les slides de mon côté, Benoît, je sais pas si... Ah ouais, pardon, c'est moi qui ai pas présenté les slides. Tac, tac, tac. Et hop là.
Super, merci beaucoup. Donc du coup, bah, la grande question ce que j'essaie de traiter aujourd'hui, c'est comment on fait adopter un produit qui a l'air trop beau pour être vrai. Vous allez voir que dans le mot adopter, il y a diverses dimensions. Et dans le trop beau pour être vrai, il y a un vrai problème qui était devenu vraiment presque un mur à passer, mais qu'on a, je pense, au fil du temps, au fil des années, au fil des expériences, on a réussi à détricoter un petit peu et qui aujourd'hui se passe plutôt pas mal. Donc, je vais passer sur j'ai trois grandes parties. La première partie, c'est d'expliquer pourquoi la promesse a l'air simple, mais la réalité derrière, elle est assez complexe. Et en plus, il y a beaucoup de choses à raconter derrière cette partie réalité. Il y a aussi quelle est l'approche qu'on a choisie chez Igral. Nous, on a choisi la transparence et vous allez voir un petit peu pourquoi c'était pas toujours ce qui était choisi par l'environnement. Et puis, pour évidemment faire bien sur le lien avec la partie plutôt, on va dire, développement du produit, product ownership et product management, quels sont les impacts que ça a eu sur nos développements en interne, quelles fonctionnalités aussi sur les produits qu'on propose, et aussi ce que j'appelle les enablers, c'est les fonctionnalités un petit peu annexes autour de cette promesse de valeur centrale, qui viennent la renforcer et qui viennent parfois, même parfois la faire décoller, plus que juste renforcer. Donc, si je me replace en 2013, quand je suis arrivé chez Igral, la promesse, c'était gagner de l'argent en achetant sur Internet, c'est le cashback. Et là, pour ceux qui connaissent pas, si vous lisez cette phrase, j'espère pour vous, ça doit lever plein de drapeaux rouges dans vos têtes, ça doit lever plein de dissonances chez vous. Vous devez vous dire, mais c'est complètement contre-intuitif. Comment est-ce que je peux gagner en dépensant? C'est vraiment bizarre. Vous n'avez pas tort si vous pensez ça. Et ça emmène du coup à la prochaine partie. Euh, c'est que c'est une promesse qui est assez simple en vrai. Et surtout, c'est une promesse qui est vraie. On peut gagner de l'argent en achetant sur Internet grâce au cashback. La problématique qu'on avait nous, c'est que cette promesse qui est simple, la façon dont elle est présentée faisait déjà peur. Donc, premier truc que j'ai dit, pour la plupart de nos visiteurs, lire cette promesse, c'était mais c'est pas possible. Donc, quand c'est pas possible, c'est qu'il y a un loup. Quand il y a un loup, c'est qu'il y a vraiment une arnaque. On est sur le web, on est il y a 10 ans. Il y a beaucoup de business models qui sont un petit peu shady. Donc évidemment, c'était normal à l'époque, je pense, pour les gens de penser ça. On a quelques effets de levier qu'on avait mis en place historiquement chez Igral, qui, je pense, nous desservaient aussi quelque part. Quand on s'inscrit, l'inscription est gratuite, mais en plus on a un bonus d'inscription. C'est pour nous aider à avancer dans la cagnotte cashback. Donc un bonus de 3 euros ou de 5 euros, parfois plus. Bah lui aussi fait un petit peu peur. On se dit, mais je peux déjà gagner de l'argent juste en m'inscrivant, c'est un peu bizarre. Euh, on a aussi la problématique qui était le cumul des avantages, c'est qu'on a un de nos gros, on va dire, leviers de trafic, c'est le SEO. Et en SEO, on a aussi des offres de code promo, et ces offres sont cumulables avec le cashback. Et donc là, pour certaines personnes, c'était vraiment, alors attendez, on peut cumuler des codes promo, avoir un bonus d'inscription, et en plus gagner du cashback là, sur cet achat, puis sur le long cours. Ouais, ça me paraît très très bizarre Hmm. cette offre. Et Euh, du coup, Raphaël, comment vous vous êtes rendu compte justement que, tu vois, certains utilisateurs n'y croyaient pas parce que c'est vrai que c'est un peu contre-intuitif de se dire ma promesse de valeur, elle est trop belle pour être vraie. hmm. Enfin, tu vois, ouais, on raisonne pas comme ça quoi quand on est product manager. Et du coup, comment tu as fait pour te rendre compte de cet énorme pain au niveau de tes utilisateurs? C'est quoi, via des interviews, via l'analytics? Enfin, comment vous vous êtes rendu compte de ce truc-là? Alors c'est de la data, enfin, c'est de la data, et autant quanti que quali. Dans le côté quali, il y a effectivement certaines interviews qui nous remontaient, Hmm. mais nos proches, les premiers, pour tous les nouveaux employés qui arrivaient dans la boîte, premier réflexe, c'est tu travailles dans une boîte de cashback, raconte-moi le système. Bah c'est bizarre, ça m'a l'air d'être une arnaque, t'es sûr que tu passes pas pour une arnaque. Donc nos proches, les premiers à être les plus quali sur la question. Mhm. Et après, en fait, on va dire qu'on a eu la chance d'avoir quand même des courageux. Et les courageux, c'est les premiers users qui sont inscrits au service, Hmm. qui peut-être connaissaient le principe à la base et voilà. Mais en tout cas, il y avait des courageux. Et les courageux, on a eu la chance aussi qu'ils soient très vocaux et qu'ils nous disent, au début, je n'y croyais pas,
mais après avoir fait mes premiers achats, mes premiers tests, je le confirme, le cashback, ça fonctionne. Et donc, c'est sur ce... Au début, je n'y croyais pas, qu'on a un peu creusé la question. Hmm. Et donc, pour beaucoup, c'était des choses qu'on pouvait lire très facilement sur l'App Store, dans notre service client, sur tout un tas de, comment dire, d'espaces visibles pour nous, mais je pensais que c'était une arnaque au départ. Hmm. Et donc, on a compris que c'était un gros, gros, gros pain en termes de compréhension et en termes d'adoption. Hmm. Hmm. Ok. Donc voilà, donc en fait, on devait lutter en premier lieu contre le manque de confiance des gens, qui était, je pense, totalement légitime à l'époque. Il y a d'autres choses qui viennent en plus, on va dire, complexifier le système. Donc c'est que dans la réalité, le cashback, c'est un système qui est très compliqué. Le premier point, c'est que le cashback, ça repose sur l'affiliation. Et l'affiliation, c'est un peu le dinosaure d'Internet. C'est En termes de business, c'est probablement aussi vieux que la première page web qui est sortie un jour. Et en fait, en quoi c'est vieux? Bah en fait, ça marche pas toujours bien. Ça repose sur des presets qui sont pas toujours très stables. C'est des liens de tracking, c'est des cookies. Il faut que les cookies soient bien fonctionnels. Euh, en plus de ça, en plus de ce côté très vieux, très archaïque du système, on a des embûches techniques et même environnementales quelque part, un peu de tous les côtés. Ces embûches, c'est la montée en puissance des adblocks. Ça, peu de gens le réalisaient, mais ça empêche parfois le cashback de fonctionner. On a aussi on va dire l'essor de la privacy. Je pense, ces 10 dernières années, peut-être même encore plus concentré les 5 dernières années. Mais l'essor des systèmes orientés privacy, on a Apple qui a son système ITP pour limiter comment dire, les données qui sont partagées auprès des tiers. On a Firefox aussi, qui était probablement même l'un des précurseurs. On a Chrome qui, depuis quelques années, nous, nous assène qu'il va passer au cookieless, au monde sans cookies. Et puis on a l'RGPD. On a l'RGPD Hmm. qui arrive en dernier, un petit peu en point d'orgue là, qui lui-même, en fait, pour des raisons tout à fait, vraiment tout à fait, on va dire, bienveillantes, a pu mettre à mal aussi, on va dire, le système qui fait tenir le cashback aujourd'hui. Hmm. Et dernier point, c'est la concurrence. Et en termes de concurrence, en fait, il faut comprendre qu'en affiliation, les cashbackers ne sont pas que concurrents entre eux. On est aussi concurrents avec des services qui sont beaucoup plus faciles à appréhender par les utilisateurs. Et ce sont les sites de code promo euh, que vous allez naturellement aller chercher quand vous arrivez sur votre panier, généralement, quand vous faites un achat chez un e-commerçant. C'est les comparateurs de prix, c'est les blogs, parfois aussi. Donc c'est beaucoup d'acteurs en fait qui se partagent un butin. Euh, et donc pour nous, c'est une concurrence sur laquelle il a fallu aussi lutter parce que pour gagner du cashback, il faut gagner des commissions. Ça, je vais revenir un petit peu après. Et on a un dernier petit point qui est peut-être un petit peu moins présent, mais qui était historiquement quand même, qui était là. C'est qu'on a certains concurrents cashback qui avaient des business models un peu douteux. Je les citerai pas, mais si vous êtes déjà tombé sur des vrais arnaques, ce qu'on peut vraiment considérer presque comme une arnaque en termes de cashback, quand vous avez acheté chez Maison Snack ou Voyage SNCF et que vous avez des choses en page de confirmation de commande, ou peut-être que ça fera sonner des cloches à certains. Hmm. Donc bah, le problème, c'est qu'en fait, on a deux problèmes à régler en même temps. On a un problème qui est purement marketing, qui est purement en termes de promesses auprès de l'utilisateur, en termes de communication. On a un problème vraiment produit derrière, c'est comment on fait, comment est-ce qu'on Hmm. assure cette promesse. Hmm. C'est intéressant effectivement que tu mettes en exergue là, ce double challenge et j'en profite pour peut-être te poser un petit peu la question de David et je vais rebondir dessus parce que je pense qu'elle est intéressante. Donc Mhm. comment as-tu géré le marketing pour attirer les premiers users et peut-être pour aller un petit peu plus loin au niveau de cette question, comment évoluer aussi, tu vois, la part du marketing dans l'organisation Igral parce que c'est vrai que tu vois, aujourd'hui, on parle par exemple de plus en plus de product marketing managers Mhm. qui sont intégrés dans les équipes produits. Voilà, comment le produit et le marketing ont bossé ensemble justement sur ces problématiques. Alors, pour répondre,
je pourrais pas répondre très exactement à la question parce que Attire les premiers users, j'étais pas là. Igral est bien plus vieux que moi, heureusement. Igral, c'est le premier, on va dire la sortie du premier site, c'est 2006. C'était bien différent, mais l'approche qui avait été faite à l'époque, elle était très orientée autour de l'extension de navigateur, et ça aussi, je vais revenir un peu plus tard. Mais je pense que cette extension a permis à beaucoup de gens de tester le cashback sans se soucier vraiment de ce que ça allait leur apporter. Euh, et donc, je pense qu'une bonne partie de la réponse repose là-dedans, repose dans les gens qui ont testé le cashback sans vraiment s'attendre à quelque chose, et qui après, je pense, ont permis à mettre des efforts côté marketing pour, euh, pour aller chercher on va dire, sur plus de leviers et de façon peut-être un peu plus efficace aussi. Et comment aussi d'un point de vue du coup marketing et produit, ça interagissait. Bah, pour être transparent, quand je suis arrivé, le bureau dans lequel j'entrais, c'était le bureau marketing produit. Hmm. Donc en fait, on faisait les deux. On faisait les deux, même si on n'était pas, on va dire, ceux qui délivraient forcément les campagnes marketing. On travaillait avec des équipes dédiées au sujet, mais c'était un bureau de marketing produit. Donc il y avait, je pense, un peu quelque part une sorte d'ADN dans les équipes déjà en place pour avoir le marketing au cœur du produit et développer le produit autour de ça. Donc la promesse était très centrale déjà, et je pense que le produit venait s'enrouler autour de la promesse. Ok, très clair. Et peut-être juste pour bien qu'on comprenne le business d'Igral, parce que c'est quasi un modèle plateforme, mais où est-ce que vous mettez l'emphase, où est-ce que historiquement vous avez le plus de difficultés? Est-ce que c'est pour aller chercher les partenaires business? Bon, bah, typiquement un Nike pour avoir la possibilité du cashback, ou est-ce que l'emphase il est plutôt côté utilisateur pour trouver des personnes qui sont motivées pour utiliser Igral, ou est-ce que vous mettez un peu plus l'emphase d'un point de vue produit? Ouais. Bah, c'est pas compliqué, on a vraiment deux situations très opposées et qui expliquent bien le cheminement. La situation en France, c'est que on est vraiment extra leader hein, en France, et donc dans le domaine de l'affiliation, Migral est une entreprise qui pèse quand même beaucoup. Hmm. Donc faire venir les marques sur Igral aujourd'hui, c'est assez facile quelque part, Ok. parce qu'on a une user base qui est déjà bien installée, on va dire beaucoup de leviers de monétisation qui sont adaptés aux différentes tailles de marchands, à leurs objectifs. Si maintenant je prends une situation opposée, pour lancer l'Espagne, le focus a été clairement fait sur le marketing. Hmm. Et puis je reviendrai, mais c'est beaucoup sur le marketing d'influence et sur des campagnes très orientées mobiles. Mais on a fait un énorme focus sur constituer la user base en Espagne. Et on jouissait quand même de toute façon d'une aura, on va dire, le succès en France donnait assez confiance aux partenaires pour travailler avec nous sur différents pays. Hmm. Et pour les nommer aussi, on a le cashback fonctionne grâce à des plateformes d'affiliation ou des réseaux d'affiliation. Ces réseaux sont présents généralement en Europe et donc eux-mêmes étaient des très très bons prescripteurs pour nous faire monter on va dire en croissance lors du lancement en Espagne. Ok, Donc il y a un petit peu des deux. ok. Donc effectivement, l'acquisition d'utilisateurs, ça reste un enjeu primordial dans votre business, d'où effectivement ce pain point qui était clé pour l'entreprise, quoi. Complètement, complètement. Hmm. Ok. Alors, pour en arriver au choix de la transparence. Donc nous, le problème marketing, le premier problème à résoudre, bah, c'est-à-dire déjà que la promesse, elle est réelle. Les principes qui la sous-tendent, ils sont très simples. On est apporteur d'affaires, on est payé par les marchands partenaires, et nous, on partage la rémunération qu'on touche avec les utilisateurs. Donc c'est un modèle enfin, une fois que je l'ai résumé, il faisait sens pour beaucoup de gens, il est finalement très simple à appréhender, mais il y avait plusieurs approches, il y avait vraiment plusieurs approches qu'on aurait pu prendre. On aurait pu vraiment ne pas trop expliquer, dire que c'est Igral qui paye, et puis laisser les gens essayer, mais en soi, on se disait, c'est pas forcément très efficace, et surtout, c'est pas forcément très rassurant. Euh, ça donnait cette idée toujours que Igral donnait un petit peu sans contrepartie de l'argent à des utilisateurs, et donc ça ne permettait pas de casser ce doute que les gens avaient. Il y a aussi la possibilité de dire c'est magique, ça c'est encore moins crédible bien sûr. Et il y avait aussi la possibilité d'aller
assez loin en expliquant tous les sous-tenants techniques en fait du business model, parlant de l'affiliation, des plateformes, etc. Mais là, on perdait le public. Vraiment, on savait d'avance qu'on c'était pas grand public. Donc on s'est dit, il faut qu'on trouve un petit peu un entre-deux, mais cet entre-deux, il sera quand même axé sur la transparence. Et donc on s'est dit, le business model, faut qu'on arrive un petit peu à le démystifier, à le vulgariser. Donc ce que j'expliquais, c'est une relation de partenariat avec un marchand, c'est une relation tripartite quelque part, et c'est un peu un cercle vertueux, c'est que tout le monde a gagné. Une fois que les gens ont compris qu'effectivement il y a trois parties, que tout le monde a un intérêt dans la chaîne, ça passe tout de suite un peu mieux. Il a aussi fallu on va dire qu'on fasse peut-être redescendre certaines attentes. Le cashback, ça ne crée pas des millionnaires. Le cashback, c'est des petites sommes qu'on cumule, mais à la fin de l'année, ça fait des trucs sympas. Je crois qu'en moyenne, on a nos utilisateurs qui arrivent à accumuler au moins une centaine d'euros par an quand ils font des achats régulièrement sur Internet, déjà naturellement. Et donc ça vient s'ancrer sur les habitudes d'achat. Le but c'est pas de les détourner, mais c'est de venir un petit peu s'y greffer, les renforcer, et surtout en fait de les récompenser. Et donc pour ça, j'ai laissé une petite vidéo qui vous sera partagée et vous pourrez cliquer depuis la presse. Mais concrètement, la vidéo qu'on a utilisée, elle est devenue un petit peu représentative de ce qu'on essaye d'infuser dans les différentes parties où on communique sur le produit. C'est de dire, voilà, Léa, son cas à elle, c'est elle veut s'acheter un vélo, et ben en fait, elle va juste utiliser le cashback dans ses achats du quotidien, pour ses vacances, pour s'acheter des vêtements, pour faire ses courses aussi, pourquoi pas, ou son dernier téléphone. Et en fait, à la fin de l'année, elle aura accumulé un peu de cashback, elle va pouvoir s'acheter un vélo. Et donc, on voulait un petit peu ramener les gens sur terre en disant voilà quoi vous pouvez prétendre en fait avec notre service. Vous allez pas avoir, je pense, un iPhone à la fin de l'année, mais un vélo, c'est déjà plutôt cool. Et on a quand même des gens qui ont des iPhones à la fin de l'année parce qu'ils dépensent énormément, mais voilà, le but, c'était un petit peu de ramener ça, on va dire des cas concrets, des cas de la vie de tous les jours. Ça permettait un petit peu aussi de rapprocher ça de notre audience, parce que notre audience, c'est aussi des gens qui veulent faire des achats, enfin, qui font des achats dans leur vie de tous les jours et qui veulent savoir qu'est-ce qu'ils ont à y gagner, quoi. Et donc cette approche qu'on essaie de faire un petit peu didactique, mais d'expliquer enfin d'être aussi pédagogue pour expliquer le système. On l'a répliqué aussi, par exemple, dans les divers onboarding de nos produits. Donc, vous verrez sur l'app mobile, par exemple, enfin, sur les apps mobiles qu'on a, sur notre extension navigateur aussi. Et on essaie aussi du coup, de le retranscrire à divers endroits, dans diverses campagnes. Mais donc l'idée, c'est que c'est une somme de petits gains qui permettent à la fin d'arriver à quelque chose de sympa. Et ça, je l'emprunte à notre office manager, cette citation. Ouais. Non, non, mais ça, je pense, que c'est un point que moi je trouve ultra important dans ta presse, parce que c'est vrai que je pense que dans le monde du produit, on a beaucoup tendance à se concentrer sur l'expérience utilisateur, l'expérience client, et en fait, parfois on oublie d'autres sujets comme toute la partie contenu, ce qu'on appelle aujourd'hui le content experience. Et c'est vrai que bon, on a de plus en plus de métiers qui se créent autour du contenu, du content ops, des content writers, et c'est des métiers qui sont très importants. Et ça, je pense que quand on fait du produit, c'est bien de l'avoir en tête que parfois on n'a pas besoin de créer des nouvelles fonctionnalités, on n'a pas besoin de revoir toute l'expérience utilisateur, mais juste parfois revoir un petit peu le contenu, le modifier, ajouter, supprimer des choses, ça peut ouais, faire le job d'un point de vue conviction utilisateur. Donc là, je trouve ça ultra intéressant, effectivement, tu vois, gérer les attentes des utilisateurs, un petit peu plus transparent sur le business model, réadapter justement le contenu que vous aviez sur le site Igral. Je trouve ça voilà, assez intéressant, je trouve, d'un point de vue démarche produit. Mm. Et Ouais. ça, du coup, juste là-dessus, sur la partie contenu, qui est-ce qui s'en est occupé chez Igral, justement? Est-ce que c'était plutôt des réflexions côté product ou vraiment très orienté marketing? C'était une collaboration des deux? Enfin, qui avait un petit peu l'ownership là-dessus? C'était même une collaboration avec pas mal d'équipes au final. Je pense aussi parce que l'effet plus petite boîte faisait qu'il y a plus de cerveaux qui veulent collaborer sur le même point en même temps. Mais le CRM avait vraiment un rôle hyper important là-dedans. Il y a Hmm. beaucoup de messages qui étaient
vraiment créé par l'équipe CRM. Franchement, l'équipe qui avait potentiellement la plus belle plume. L'équipe content aussi, parce que du coup, on avait des équipes qui s'occupaient plus de la partie code promo, bon plan, mais qui Mm. apportaient énormément aussi à cette réflexion. Et, euh, et je dirais, ouais aussi, bah, forcément, bien sûr, les équipes marketing, le service client aussi. Enfin, franchement, le service client avait un apport extrêmement important pour justement euh, Mm. ramener sur terre la promesse, dire, enfin, remonter des expériences d'utilisateurs qui nous ont qui ont apprécié le produit et qui nous l'ont dit, et Mm. ou parfois qui nous ont dit ce qu'ils n'avaient pas et quelles étaient leurs attentes. Et Mm. c'est vraiment une collaboration, je dirais, de beaucoup de monde pour arriver Mm. à arriver à cet équilibre-là, à se dire, Ok. faut qu'on arrive à ce niveau de communication, mais en même temps qu'on arrive à démystifier assez Mm. et vulgariser assez pour pas que ce soit trop complexe à apprendre. Et comment tu fais pour savoir si ton contenu est performant? Parce que sur du fonctionnel, bon, bah, aujourd'hui, on a plein de leviers, hein. Tu fais un A/B test, tu arrives à voir assez rapidement si tu as une fonctionnalité qui est plus pertinente que l'autre. Enfin, tu t'expérimentes, tu fais du MVP. Là, sur du contenu, comment tu arrives à voir qu'un contenu va être plus performant qu'un autre, que tu as plus de conviction, voilà, sur un contenu plutôt qu'un Ouais, autre? ouais. Je dirais, moi, je trouve que ça se traduit assez naturellement dans nous, 2 grands indicateurs clés. Le premier indicateur, c'est le taux de conversion d'une page d'inscription ou d'une landing page ou d'une visite naturelle sur le site. Extrêmement important pour nous de voir si les Hmm. gens ont bien compris et du coup, quel est ce taux de conversion. Le deuxième taux de conversion qui est probablement le plus important chez nous, c'est qui, une fois s'est inscrit, fait sa première expérience. Et Hmm. plus cette expérience se déroule tôt, et se déroule bien, là où je vais venir après, et plus elle se Hmm. déroule tôt et elle se déroule bien, et on va dire qu'on est satisfait de ce qu'on a produit là-dessus. Parce que ça veut dire que les gens ont été convaincus pour faire ce test d'un achat avec cashback. Ça Hmm. veut dire on a fait sauter les freins qui disaient, les doutes, on les a fait sauter, et aussi les freins à l'utilisation. Donc pour nous, ça veut dire qu'on a bien fait notre taf là-dessus. Ok. Bah, super clair et bah, du coup, je te laisse effectivement maintenant parler des impacts sur la partie produit. Ouais. Alors attention, c'est peut-être pas la partie la plus sexy pour les PM, parce qu'on va parler de beaucoup de choses qui sont pas toujours très visibles. Mais donc voilà, je reviens sur cette focus première expérience. Le problème côté produit, c'est d'être sûr que on assure vraiment le premier achat avec cashback. Et clairement, on le voit en termes de data, ceux qui ont une mauvaise première expérience avec le cashback, c'est fini. Ils partent, ils vont chez la concurrence. Et même si parfois on peut avoir un meilleur taux de cashback ou on peut avoir un meilleur produit, etc., ils reviendront pas. C'est quoi une mauvaise Euh, expérience de cashback, par exemple? et ben justement, je vais essayer de pas trop aller dans le détail, mais euh, dans le cashback, on n'est pas maître à 100% de toute la chaîne de valeur. Hmm. Donc comme je le disais, il y a ce que nous on propose, donc on redirige les gens vers les sites des marchands partenaires. Sur le site du marchand partenaire, il se peut qu'il y ait une implémentation technique qui n'ait pas bien été finalisée. Il se peut que la plateforme ou enfin, le réseau d'affiliation qui soit entre nous deux ne soit pas 100% fonctionnel. Ça peut être leur API, ça peut être leur script, Hmm. ça peut être beaucoup de choses. Et ça fait qu'à la fin, l'utilisateur qui est parti de chez, enfin, depuis Igral pour aller acheter chez un marchand n'a pas son cashback. Hmm. Euh, et donc, ça, c'est une mauvaise expérience. C'est la pire, bien sûr. C'est vraiment la pire. C'est vraiment, je viens d'acheter avec cashback, j'attends mon cashback, il n'est pas là. Ouais. La moins pire, donc ça, c'est pour les gens qui sont, on va dire, pas pressés, mais je dirais qui ont une attente standard, il devrait être là tout de suite, mon cashback. Je devrais pas me poser de Hmm. questions. Hmm. Et il y a ceux qui, on va dire, sont un peu plus patients ou un peu plus indulgents envers nous et qui voient leur cashback arriver un peu plus tard. Ils se disent, ok, bon, il est quand même là, donc ça va. Et on a parfois des problématiques qui sont sur le montant de cashback attendu. C'est un peu moins, on va dire, un peu moins proéminent, mais ça arrive. Et donc, si ce montant de cashback n'est pas celui qu'on attendait, ça veut dire qu'on n'a pas été clair dans nos conditions. Hmm. Ça veut dire que les conditions du marchand, parfois, ont été dures à traduire pour nous et on n'a pas bien fait cette partie-là. Et enfin, l'un des cas
qui se passe pas bien, mais qu'on met un peu plus de temps à détecter, c'est que le cashback peut être refusé par le marchand. C'est le marchand partenaire hein, qui est, on va dire, détenteur de la validation ou de l'invalidation du cashback. Il se peut qu'il refuse le cashback pour des raisons parfois très légitimes, parfois malheureusement pour des raisons pas très légitimes, euh, des raisons plutôt de budget marketing, et donc difficile Mm. à traduire pour nous auprès de nos utilisateurs. Et donc là, là aussi, il y a une perte de confiance. C'est pas toujours break, ça peut pas toujours partir les gens, mais parfois ça les amène très très près du rebord. Hein. Ça fait Mm. partie. Parce que entre le moment où tu achètes quelque chose sur ton site e-commerce favori et le moment où tu reçois le cashback, en général, c'est combien de temps? Dans la majeure partie des cas, c'est environ 15 minutes. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais. Donc déjà, alors, il faut là-dessus, je reviens à l'affiliation. C'est un système qui est assez vieux pour que 15 minutes, ça soit presque une bonne perf. Hmm. Alors heureusement, les réseaux d'affiliation ont aussi beaucoup évolué et proposent des nouvelles technologies qui sont à implémenter par les diverses parties. Mais sinon, voilà, sinon c'est souvent de cet ordre d'idées-là. Hmm. Ça va, on va dire que la moyenne, c'est peut-être autour de l'heure, mais en grande partie, c'est 15 minutes. Euh, Hmm. voilà. Et ça, du coup, comme cette maîtrise d'une partie de la chaîne de valeur n'est pas entièrement, c'est quelque chose qu'on a encore aujourd'hui. C'est notre galère encore du quotidien aujourd'hui. Hmm. Euh, tous les jours, encore hier, on a un marchand ou une plateforme d'affiliation qui ne nous envoie plus les cashbacks. Donc on les envoie plus à nos users. Donc on est frontalement ceux qui ne font pas leur travail. Et c'est normal, c'est à nous d'assurer la promesse. Hein. Mais du coup, c'est l'une des difficultés. Et donc ça fait qu'en termes de développement produit, ben, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on doit faire dans nos systèmes internes. Et ça a d'autres impacts. Ça a des impacts sur, pas que sur le développement, mais aussi d'un point de vue purement business. Bah, parfois, on doit aussi choisir nos partenaires. Euh, Hmm. donc l'équipe product a, on va dire, pas mal de prérogatives sur les partenaires avec qui on travaille, notamment les réseaux d'affiliation, mais aussi les marchands. Et si les réseaux d'affiliation, en fait, n'ont pas l'air de cocher toutes les cases pour nous, pour assurer le cashback en temps, en heure, de façon fiable, généralement on dit non. Et ça, désolé à nos équipes sales qui négocient avec les marchands et qui essaient de faire entrer des partenariats, mais parfois ça fait que on a des noms assez durs envers eux. Et je sais que c'est pas une foule pour eux, mais on n'a pas trop le choix parce que c'est l'utilisateur final qui est en train de créer sinon. Et c'est ce qu'on cherche à éviter. Hmm. Ça fait aussi qu'on a besoin de mettre beaucoup de garde-fous dans notre système à nous pour garantir la fiabilité en fait du cashback. Euh, dans nos systèmes, quelqu'un qui fait une erreur humaine en fait peut juste casser le cashback pour tout un marchand. Donc pareil, on a des systèmes qui sont parfois fastidieux pour les équipes internes. Ils doivent passer beaucoup de critères de validation. Ça fait qu'ils peuvent pas parfois lancer le partenariat qu'ils voulaient en temps en heure, en totale autonomie. Euh, mais nous, ça nous permet d'être sûr que le cashback va être reversé. Hmm. Euh, Ça nous a aussi obligé à développer au plus possible des systèmes de détection de ce qui peut casser le cashback. Détecter si les cookies tiers sont pas activés, détecter des adblocks, détecter si un système de privacy un peu trop avancé est activé et risque de casser le cashback. Hmm. Euh, et donc ça, c'est extrêmement important, je pense, sur les 5 premières années où j'étais chez Graal. On a passé énormément de temps là-dessus, parce que c'est juste essentiel en fait. C'est juste essentiel. Donc le but, voilà, c'est de beaucoup de travail en interne pour fiabiliser au maximum ce qu'on peut de notre chaîne de valeur, même les parties qu'on maîtrise pas toujours. Et dans ce cas, bah, on essaie de ne pas faire entrer des maillons qui pourraient être trop faibles dans la chaîne. Hmm. Et c'est vraiment un travail, c'est un marathon, quoi. C'est au quotidien. C'est des fixes au quotidien les systèmes partenaires. Voilà. Donc c'est pas très Hmm. sexy, c'est pas très client facing, c'est la partie immergée de l'iceberg. Mais sans ça, on aurait peut-être un truc très joli, mais qui marche pas bien. C'est clair. Euh, un autre point, et je pense que c'est extrêmement important, c'est que le service client a aussi beaucoup de pouvoir. Une mauvaise expérience qui est vraiment un premier cashback qui ne se passe pas bien, le service client a beaucoup de latitude pour donner, donner un bonus on va dire, d'engagement à l'utilisateur,
ou un bonus de fidélité quand c'est déjà quelqu'un qui utilise le cashback. Mais on a vraiment du budget pour ça, quoi. On a vraiment un budget Hmm. pour dire, OK, c'est un cashback ne vous est pas attribué. Parfois, c'est pour une raison légitime ou pas très légitime. C'est pas grave, on va vous donner l'argent quand même parce que on veut assurer. Donc là, ça veut dire que notre produit défaille. On sait qu'on va devoir corriger les choses, mais en attendant, on essaie d'assurer la promesse. Hmm. Et le dernier point, sur lequel je ferai un petit focus aussi, c'est sur l'onboarding. C'est des choses qu'on retravaille constamment. Donc, pour être sûr qu'on fait bien comprendre le système à l'utilisateur dès qu'ils se sont inscrits, pour faire en sorte que ces utilisateurs installent ou utilisent certains de nos systèmes qui sont les plus fiables. Et là, je vais parler des extensions juste après. Et d'ailleurs, on va retourner encore, retravailler notre onboarding encore une fois sur le cycle qui arrive, parce qu'on a redétecté des points qui sont juste pas performants. Hmm. Donc on passe beaucoup beaucoup de temps sur l'onboarding. L'onboarding étant clé pour ramener à cette première expérience d'achat et faire en sorte qu'elle soit successful. Hmm. Et bah, c'est vachement intéressant, effectivement, de beaucoup mettre l'emphase sur la première expérience utilisateur. Et bon, tu as raison, je pense que c'est ultra clé pour convaincre sur la promesse de valeur. Justement, sur l'amont, tu vois, avant que effectivement l'utilisateur arrive sur Igral et commence à utiliser Igral, comment vous faites justement pour aller chercher de l'acquisition utilisateur? Bah, je dirais que alors je pense qu'on utilise presque tous les leviers marketing qui existent, hein, je pense. Je pense que celui qui est le plus puissant ces dernières années, c'est l'influence. Euh, L'influence et le parrainage. Je vais pas en parler juste Ok. après, mais c'est l'influence et le parrainage. Et Hmm. pour deux bonnes raisons. C'est que du coup, on remet l'humain, un humain qui va être le prescripteur de notre service. Quelqu'un qui a utilisé et qui a confiance en le service, et c'est lui qui en est on va dire ouais, le prescripteur. Euh, et je pense que c'est les deux leviers qui sont les plus puissants, clairement, en termes de marketing. Et aussi parce que ça peut être des gens qui vont expliquer les cashbacks d'une façon parfois un peu différente de nous. Euh, qui vont trouver des cas qui se prêtent plus à la personne et on entre presque dans l'hyper-personnalisation d'un Hmm. point de vue marketing. Et c'est clairement là qu'on a le plus d'efficacité. Ok, ok, hyper clair. Alors, on va passer aux enablers. Alors, pour toutes les personnes qui suivent le bourbier, alors c'est que moi j'ai tendance à poser beaucoup de questions, surtout quand on a des talks aussi passionnants que celui de Raphaël. Mais du coup, n'hésitez pas à également poser vos questions, bien évidemment, sur le module de questions. Et du coup, Raphaël, je te laisse nous parler justement des extensions. Ouais, merci. Du coup, les extensions. Alors, historiquement, chez Igral, l'extension navigateur, c'était presque le premier produit. On avait aussi le website qui existait, mais l'extension, c'est presque le premier produit à assurer le cashback historiquement chez Igral. Et en fait, c'est certainement le produit le plus puissant pour plein de raisons. Mais l'un des pain points, c'est déjà une fois qu'on est inscrit et qu'on utilise le cashback, c'est de s'en rappeler. Pour faire sa première expérience d'achat, il faut se rappeler d'utiliser le cashback. Il se passe que beaucoup de gens sont acquis à des moments où ils sont pas dans leur expérience d'achat. Ils arrivent sur Igral, on leur dit c'est cool comme service, inscris-toi. Ils s'inscrivent, mais en fait ils ont pas forcément un achat à faire en tête là maintenant. Hmm. Et donc on a un petit décalage, on a un petit delta en fait, pendant lequel il faut pas que l'utilisateur nous oublie quelque part. Hmm. Et ça peut arriver, parce que la distraction sur le web, on la connaît, hein, Hmm. elle arrive très vite, et donc se rappeler qu'on avait souscrit à un service parfois voilà, gratuitement et sans trop de contrepartie, faut le faire, faut s'en rappeler. Donc l'extension elle est là pour faire ça, elle rappelle aux utilisateurs d'activer le cashback avant leur achat, elle leur rappelle le taux de cashback qu'ils vont toucher sur leur achat. Elle a aussi en fait tout un tas d'avantages techniques, mais qui vont faire que la première expérience va bien se passer. Notamment, si jamais un bloc est activé, elle va vous permettre de le désactiver de manière safe, de façon à ce qu'il ne soit pas désactivé partout, mais uniquement pour votre achat avec cashback. Elle va pouvoir vous dire si vous avez un risque, si vos cookies tiers sont désactivés. Euh, Ce genre de choses. Mais clairement, grâce à l'extension, la première expérience d'achat se passe toujours beaucoup mieux.
Et donc l'un des Hmm. points récents sur ce sujet, c'est que côté mobile, on avait finalement le même problème. Des gens installaient notre app, s'inscrivaient, puis ils nous oubliaient. Et là, c'est encore pire parce que sur mobile, on Hmm. était au milieu de, bien sûr, d'un océan d'autres applications. Euh, et donc là, récemment, on a aussi mis en place une nouvelle extension mobile qui reproduit presque le même comportement et va faire que quand vous commencez à initier un achat ou commencez à naviguer sur des sites de e-marchand sur votre téléphone, l'extension va pouvoir vous dire ouh, je suis là, active-moi. Et elle a, pareil, un peu cette même, on va dire, ce même avantage d'activer le cashback dans notre app. Et dans Hmm. notre app, ce qui est important, c'est qu'on contrôle l'environnement. Ça empêche que des cookies tiers puissent être désactivés, ça empêche que les adblocks puissent être activés. En plus, c'est un environnement qui est entièrement clos, encapsulé, donc il n'y a aucun partage de données avec votre propre navigateur. Ça vous permet aussi de faire des achats de manière un peu plus safe si c'est un petit peu parfois l'inquiétude. Euh, et donc, elle fait que elle va amener normalement à ce qu'il y ait une meilleure première expérience aussi en termes de cashback. Et on a, voilà, l'histoire l'a montré avec l'extension navigateur desktop. L'histoire, je pense, le montrera largement avec l'extension mobile. Mais voilà, c'est ces grosses fonctionnalités-là sur lesquelles on va concentrer de l'effort, parce que ça permet d'assurer vraiment la promesse initiale, le cœur du Hmm. produit. Hmm. Super intéressant. Et du coup, le dernier point, bah, je l'ai un petit peu survolé juste avant, mais l'un des points aussi qui est extrêmement important chez nous, et ça participe au marketing, mais c'est aussi une façon pour les utilisateurs de gagner encore plus. C'est que comme beaucoup, en fait, on rémunère le parrainage, donc inviter des amis de façon à ce qu'ils utilisent Grad, et vous êtes rémunéré pour ça aussi. Et en fait, c'est important pour nous parce que les power users sont vraiment, vraiment les meilleurs ambassadeurs. Ceux qui sont convaincus de la promesse font un job tellement meilleur que nous à expliquer avec leurs mots à leurs proches euh, l'intérêt du cashback et du coup parfois aussi expliquer comment se déroule un process, enfin, comment activer les cashbacks, comment installer l'extension. On a énormément d'utilisateurs qui me disent c'est moi qui ai aidé à installer l'app ou l'extension à mes parents, à mes amis, et ils sont extrêmement satisfaits. Et donc ça c'est génial pour nous euh, parce que du coup c'est vraiment eux qui font le meilleur marketing au final pour nous. Hmm. Euh, et on a aussi, en fait, c'est aussi de base notre canal d'inscrits les plus actifs. Les gens qui ont été parrainés par quelqu'un sont les plus actifs, de très loin dans notre user base. Et je pense que c'est juste une question de, voilà, la promesse, elle est vite comprise. Le produit, il est vite adopté parce qu'il est apporté par quelqu'un de proche, quelqu'un de confiance. Donc ça permet de donner aussi plus confiance. Et aujourd'hui, on arrive même encore plus loin, c'est qu'on a des utilisateurs qui veulent aller parrainer des gens au-delà de leur cercle de proches. Des gens qui lui disent, moi, quand je suis en meet-up, quand je suis en événement, etc., j'ai envie de parrainer des gens dès que je les rencontre, parce que ils peuvent gagner. J'ai quelque chose à gagner, mais ils peuvent y gagner facilement. Et donc, on est en train aujourd'hui de chercher des solutions pour les aider à le faire de façon, on va dire, la plus seamless possible. Hmm. Donc voilà. Et en parallèle de ça, donc je l'ai dit, mais l'influence, c'est aussi vraiment l'un de nos power leviers, sans aucun doute. On a je me rappelle une campagne qui a été faite par Greg Guillotin, donc qui est un YouTuber assez connu, Hmm. mais qui a eu une super approche sur le cashback en allant voir des gens en disant, t'as fait combien d'achats récemment? Ah bah t'aurais pu gagner tant de cashback. C'est une approche qu'on n'avait jamais pensé à faire, à dire Hmm. raconte-moi tes 10 derniers achats et je te dirai combien t'aurais pu gagner. Donc, Hmm. même en termes de marketing, grâce à eux, on a des approches qui sont complètement différentes et qui sont super bénéfiques. Hmm. Euh, donc voilà. Mais ouais, c'est vachement intéressant, je trouve.
bah, tout ce que tu nous as dit hein, sur comment on arrive à rassurer sur la promesse de valeur, que ce soit au niveau de l'acquisition, hein, avec la gestion du content, tout ce qui va tourner autour des parrainages, et puis après la gestion de la première utilisation du produit, c'est, je pense, deux moments clés dans ton expérience map. Donc c'est assez canon d'avoir ces retours d'expérience là. Il nous reste une grosse dizaine de minutes. J'ai quelques questions dans le chat que je vais prendre pour finir un petit peu ce bourbier. Il y a notamment une première question de Nicolas, plutôt sur le business model. Donc, comment est-ce que vous faites côté Igral pour voilà, être sûr que les partenaires bon, bah, font leur part du job? Est-ce que Mm. voilà, c'est des équipes dédiées? Est-ce que c'est l'équipe produit? Est-ce que c'est automatisé? Comment ça se passe? Euh, alors, ma réponse, c'est un peu tout. Alors, en vrai, oui, il y a une équipe produit dédiée. Il y a un PM, il y a un PM dans notre équipe. Alors, le nom de l'équipe n'est pas très, très sexy. C'est tracking et commission. En gros, c'est les gens qui s'assurent que le tracking de l'utilisateur jusqu'au marchand va fonctionner et que la récupération des commissions sur notre système va fonctionner. Et donc, ce PM a, on va dire, la mission de faire en sorte que, de trouver des solutions pour améliorer le tracking, déjà de base, et pour fiabiliser au maximum l'intégration des commissions, donc des cashbacks à terme, sur notre service pour que les utilisateurs les récupèrent. C'est une équipe qui n'existait pas quand je suis arrivé. C'est notre CTO qui gérait ça tout seul pendant Hmm. quelques années. La volonté d'avoir une équipe s'est fait sentir il y a, je pense, 5 ans, d'avoir vraiment une équipe dédiée, aussi parce que, tout bêtement, plus on a de pays, plus on a de plates de réseau d'affiliation et plus on a de marchands, et plus on a besoin d'avoir une équipe qui grandit proportionnellement à cette évolution-là. Et donc oui, cette équipe, elle a pour rôle donc de faire parfois des tests. Elle a pour rôle aussi de fiabiliser les communications API entre nous et les réseaux d'affiliation. Elle a aussi pour rôle parfois d'avoir des interactions directes avec les marchands ou avec les réseaux d'affiliation pour s'assurer du modèle, pour s'assurer des documentations pour qu'elles soient bien claires et que tout soit bien appréhendé derrière les équipes techniques. C'est vraiment un rôle qui est très très clé. Euh, et c'est aussi cette équipe qui parfois va être amenée à être mise en relation avec les sales, enfin via les sales, avec le marchand pour comprendre pourquoi certains jeux de commission sont refusés, pourquoi on n'a pas de motif, pourquoi certaines commissions sont en attente pendant autant de temps, euh, etc. Et donc, elle touche à beaucoup de choses. Et aujourd'hui, grâce à l'apport du groupe aussi, on a aussi une équipe plutôt Ops qui fait un travail vraiment de fourmi sur ça et qui est capable aujourd'hui de nous détecter des écarts de commissions. Je sais pas s'il manque 5 commissions, ils vont être capables de les détecter facilement, de nous dire, de nous aider à prioriser, du coup aussi. Et donc, il y a une vraie combinaison maintenant Product Tech et Ops sur ce sujet central qu'on va, je pense, continuer à étendre. Ok, ok, super clair. Avant de prendre les autres questions, on vous envoie juste un questionnaire de satisfaction dans le chat. Donc voilà, n'hésitez pas à le compléter. C'est toujours du super feedback pour nous. Il y a une autre question de Nicolas, notamment sur, je pense, toute la politique d'acquisition. Donc, tu nous as parlé de parrainage. Est-ce que aujourd'hui, il y a, voilà, d'autres, je sais pas, techniques pour essayer d'acquérir des nouveaux utilisateurs? Voilà, Nicolas, par exemple, parle de tentatives de création de Communauté. communautés en ligne. Euh, voilà, comment ça se passe? Eh ben c'est cool, c'est une question qu'on s'est beaucoup posée en 2015. On a ébauché des tentatives de communauté, enfin on avait vraiment des idées dans les cartons. Euh, je pense que le point majeur qui nous a pas fait avancer sur ça, c'est que le cashback et les expériences d'achat de manière générale, c'est des choses qui sont assez personnelles. Euh, et en fait,
nous, on n'a pas vu un énorme, comment dire, engouement de la part de nos utilisateurs pour avoir ce genre de communauté. Le parrainage est une partie, mais en fait, on va dire que le lien est plutôt sur partager la bonne idée du cashback à quelqu'un, plutôt que vraiment vouloir en créer une communauté. Il faut être très très transparent. On a des entreprises qui sont bien meilleures que nous sur le créneau. Je pense vraiment aux sites de deal communautaires comme D-Labs, qui, bon, en plus aujourd'hui, ils font partie du même groupe que nous, donc des synergies vont être créées. Donc peut-être que ces communautés vont un jour être plus ou moins intégrées avec le cashback avec Igral. Mais on y a réfléchi. Nous, c'était pas assez, on va dire, proche de notre ADN pour le faire. Et en plus, il s'avère qu'il y a beaucoup de communautés qui sont faites sans nous. Il y a des groupes Facebook qui existent. On n'a même pas besoin d'y participer. Ils se partagent d'eux-mêmes les bons plans. Oh, regarde, aujourd'hui, sur Igral, ils ont fait une nouvelle offre de tant de pourcents sur tel gros marchand. Euh, et donc, voilà. Donc, c'est- on n'a pas besoin de le faire nous-mêmes. Ça a été fait Hmm, sans nous. Peut-être que dans le futur, ça se fera grâce à l'apport du groupe. hmm. Ok. Ok, super clair. Il y a une autre question de Janani sur justement les sources de revenus d'Igral. Est-ce que aujourd'hui c'est exclusivement lié aux commissions avec les marques ou vous avez d'autres sources de revenus ou vous pensez à d'autres sources de revenus pour le futur? Je dirais, je pense, 99%, c'est de ces sources de commission, c'est avec les marques, c'est le cashback. On vend aussi, on a des plans de monétisation avec les marchands, donc on leur vend des espaces, comme des sortes d'espaces publicitaires sur notre site et enfin sur tous nos devices, qui représentent aussi j'ai plus le chiffre en tête, hein, mais ça représente aussi des beaux partenariats, donc des belles sommes. Euh, et après, on a des sources de revenus un peu plus annexes. Par exemple, on a un service de coupons imprimés. C'est beaucoup plus loin de la promesse de cashback. Mais lui aussi, une source de revenus qui est assez constante pour nous, qui est vraiment pas mal. Euh, et là, comme ça, je pense que c'est vraiment l'essentiel hein, pour nous. On a aussi, bah, du coup, ouais, bon, après, dans les plans de monétisation, on a des partenariats, parfois un peu plus poussés que certaines marques. Donc, forcément on a quelque chose à gagner dedans. Mais vraiment, l'essentiel vient vraiment des commissions et du cashback, hein. C'est... Ok, bah écoute, super clair. On arrive au bout des questions. On te félicite déjà, Raphaël, hein, dans le chat pour ce super retour d'expérience. On va pouvoir mettre fin à ce bourbier s'il n'y a plus de questions. Donc un grand merci à tous les participants. Est-ce que Raphaël, tu veux nous faire un petit mot de la fin pour clôturer ce bourbier? Oh, bah, j'avais une conclusion un peu bateau, mais je l'aime bien quand même, c'est que, non, mais c'est que, enfin, on revient un peu toujours au premier cas d'usage. Il faut toujours être concentré sur notre cas d'usage principal, faire tout, tout donner pour qu'il soit le plus simple possible, faire en sorte qu'il soit assuré, enfin, maîtriser cette chaîne de valeur. Et ce que je trouve, c'est que si ça marche, c'est vos Hmm, users qui vont vendre le produit à votre place. Donc pour revenir au hmm. marketing, je pense que le meilleur marketing, c'est d'avoir le meilleur produit. Et derrière, ça suit. C'est voilà, très bateau, mais Mais très bonne j'y crois conclusion. foncièrement. Super, bon bah un grand merci hein, Raphaël pour ton temps et ta disponibilité. Super intéressant et bah, un grand merci à tous ceux qui ont suivi le Bourbier et on se revoit très prochainement. C'est dans 2 semaines exactement pour un Bourbier autour du replatforming avec le CPO de Payfit. Merci à tous. Super. Merci Benoît, merci beaucoup. Allez, merci Raphaël. Bye.